Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une réflexion assez percutante, je dirais, concernant le panafricanisme contemporain. Ça s'inspire d'un article récent de Christian Lisangola. Et la source, c'est un biais de blog analytique qui ne mâche pas ses mots, on peut le dire. Notre objectif ici, c'est d'explorer ce que l'auteur appelle le paradoxe de la responsabilité. C'est cette idée assez complexe qu'il faut trouver un équilibre. Un équilibre entre, d'un côté, reconnaître les lourds héritages externes, le colonialisme, l'exploitation continue, et de l'autre, la nécessité vraiment cruciale d'une responsabilité interne face aux défis actuels du continent. Et l'auteur, il avance une idée assez provocatrice, en fait. Il dit: est-ce qu'à force de se focaliser seulement sur les torts extérieurs, on ne freinerait pas paradoxalement cette autonomisation même que le panafricanisme recherche? C'est une question assez dérangeante. Alors, on va creuser ça ensemble, on va examiner ce paradoxe sous plusieurs angles, et on pourrait commencer par une image forte, celle des migrations tragiques en Méditerranée. Absolument. L'article, d'ailleurs, il commence par là. Cette question vraiment douloureuse des jeunes Africains qui risquent tout, leur vie même, pour traverser la Méditerranée. Et l'auteur, il fait un lien avec les analyses de Frantz Fanon sur la psychologie postcoloniale. Vous voyez ? Oui, Fanon. Fanon explorait comment le système colonial pouvait créer un sentiment d'aliénation, une sorte de désespoir qui pousse à chercher une issue ailleurs. Et donc, dans cette ligne, l'article suggère que ces départs désespérés, ce n'est pas juste une réaction à l'exploitation occidentale qui perdure, mais c'est aussi, et peut-être surtout, un verdict terrible sur la gouvernance locale. Un verdict sur la gouvernance locale. Oui, ça signale que les conditions de vie au pays sont devenues, pour beaucoup, insupportables, tout simplement. Achille Mbembe, il a parlé de nécropolitique, une politique qui gère la mort, en quelque sorte, qui décide qui vit, qui meurt. La nécropolitique. Et dans cette optique, la décision de tenter la traversée, c'est une sorte de calcul terrible. C'est choisir entre la mort lente, la mort des rêves, des opportunités chez soi, et le risque immédiat, très concret, de la mort physique en mer. C'est une réalité qui nous force à regarder en face les échecs tangibles, actuels de certaines gouvernances en Afrique. C'est une entrée en matière très forte. Lier si directement ces drames migratoires à la gouvernance interne, c'est dur comme perspective. Mais l'article ne cherche pas à gommer l'impact extérieur pour autant-ci. Je crois qu'il cite l'exemple de la RDC. Ah non, pas du tout. Tout à fait, il cite la RDC, l'exploitation des minerais, les intérêts étrangers qui alimentent les conflits. L'auteur insiste là-dessus. Reconnaître ces facteurs externes, c'est le début de l'analyse. C'est indispensable. D'accord. Mais ce n'est pas la conclusion. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il met l'accent sur le rôle des acteurs internes, comment ils perpétuent, parfois même facilitent, ces systèmes. Quand on parle de détournement massif de fonds publics, d'infrastructures qui ne se font pas, ce sont bien des choix, des décisions, Oui. parfois de la corruption pure et simple, par des dirigeants africains, souvent au sein même de systèmes africains qui sont défaillants. L'exploitation externe trouve alors un terrain, disons, favorable. Et on retrouve cette tension ailleurs, non? L'article parle du paradoxe électoral. C'est vrai qu'on observe souvent ça. Des votes qui semblent plus basés sur l'appartenance tribale, régionale, que sur les programmes ou les bilans, même quand la gestion est clairement mauvaise. Oui, c'est ça. Et l'explication classique, c'est souvent... L'héritage colonial, les divisions créées à l'époque. ou le manque d'éducation. Exactement. Les divisions coloniales, le niveau d'éducation qui rendrait les gens manipulables, ce sont les explications habituelles. Mais l'auteur, lui, il les questionne. Il pose une question un peu dérangeante. Quand un intellectuel, un universitaire, choisit de soutenir un candidat, disons, manifestement incompétent ou corrompu. Juste parce qu'il est de sa région ou de son groupe ethnique, peut-on encore tout expliquer par l'héritage colonial ou le manque d'éducation générale? L'article suggère qu'à un moment donné, la responsabilité individuelle et collective, elle entre en jeu, quand la loyauté ethnique ou les intérêts personnels passent avant l'exigence de compétences pour gérer le pays. Donc, il ne nie pas le poids du passé, mais il interroge les choix faits aujourd'hui. C'est ça. C'est exactement ça. C'est cette articulation qui est fine. Le poids de l'histoire, oui, mais aussi la marge de manœuvre, les choix du présent. Et il y a une autre contradiction intéressante que l'article soulève, c'est celle du rapport à la communauté internationale. On entend souvent des discours très forts contre l'ingérence occidentale, n'est-ce pas, le néocolonialisme. Oui, des discours très virulents. Et pourtant, l'auteur observe que dès qu'il y a une crise politique majeure,
un coup d'État, des élections très contestées, des violences, eh bien, on voit souvent les mêmes voix, ou en tout cas des acteurs des mêmes systèmes, se tourner Qui? vers les institutions occidentales ou internationales. Ah oui, c'est vrai. L'ONU, l'Union européenne. Exactement. Le Conseil de sécurité, l'UE, parfois même les anciennes puissances coloniales sont appelées à l'aide, à l'arbitrage. Pour l'auteur, ce n'est pas juste de l'hypocrisie, même s'il peut y en avoir, c'est surtout le symptôme d'un déficit, un échec dans le développement d'institutions africaines solides, légitimes, capables de gérer leurs propres crises. Le recours systématique à l'extérieur révélerait une faiblesse interne, structurelle. Voilà. Et ce paradoxe, il est encore plus frappant quand on regarde les flux financiers. L'article cite George Aïté, le politologue ghanéen. Oui, connu pour ses critiques assez directes des élites africaines. Tout à fait. Aïté estimait qu'une part énorme, peut-être 80% des flux financiers illicites qui quittent l'Afrique atterrissent où? Dans les banques occidentales. Ah oui. L'hypocrisie de l'Occident, là, elle est évidente. On repousse les migrants, mais on accueille l'argent sale. C'est clair. Mais la question que l'article juge fondamentale et qui est souvent un peu mise de côté quand on critique seulement l'Occident, c'est pourquoi ces dirigeants africains, Qui condamne publiquement ces systèmes. précisément, pourquoi choisissent-ils activement d'y placer leur fortune personnelle, souvent acquise illégalement? C'est fascinant de voir comment la dénonciation, légitime, de l'hypocrisie externe peut parfois servir d'écran de fumée. Un écran pour ne pas aborder les choix et les motivations internes de ces élites. Et c'est une dynamique très complexe, oui, où les responsabilités s'entremêlent. Et pour essayer de démêler un peu tout ça, l'article nous propose de prendre beaucoup de hauteur, une perspective historique très très large. L'idée, c'est que la paix, la coopération internationale, ces choses qu'on a tendance à voir comme normales, ou en tout cas souhaitables, seraient en fait des exceptions très récentes, et peut-être très fragiles à l'échelle de l'histoire humaine. Oui, c'est une perspective qui donne un peu le vertige. L'auteur utilise un calcul simple mais frappant. Si on prend une échelle courte, disons 6000 ans d'histoire, type vision créationniste, la période avec des institutions pour la paix organisées depuis la fin du 19e siècle, les premières conventions, l'ONU, ça représente quoi? 0,006% du temps. C'est minuscule. Déjà très peu, et si on prend une perspective évolutionniste, Homo sapiens, environ 200 000 ans, alors là, le chiffre devient presque absurde. 0,000006%. Incroyable. Ce que ça veut dire simplement, c'est que pendant l'écrasante majorité de notre histoire, ce qu'on considère comme normal aujourd'hui, le dialogue, les traités, les organisations communes, ça n'existait pas. C'est une exception rarissime. Et la conséquence de ça, selon l'auteur, Eh bien, en s'inspirant de penseurs comme Hobbes et son état de nature, l'auteur suggère que la tendance naturelle, ou du moins historiquement dominante, entre les groupes humains, ce serait plutôt la compétition, la méfiance, le conflit, notamment pour les ressources. la guerre de tous contre tous, en quelque sorte. Un peu ça, oui. Et donc, la paix, la coopération, ce seraient des constructions. Des constructions culturelles, politiques, très élaborées, fragiles, qui demandent un effort constant, une vigilance, et surtout des institutions internes, solides et légitimes pour tenir. On ne pourrait pas juste compter sur les normes internationales parce qu'elles sont trop jeunes, trop récentes historiquement, et toujours à la merci des rapports de force plus bruts. C'est fou de se dire ça, que notre normalité est si fine. Donc, si on suit cette logique, l'exploitation actuelle des ressources en RDC, au Nigeria, les luttes au Sahel, ce ne seraient pas juste des problèmes modernes de néocolonialisme? Ce serait aussi, et peut-être fondamentalement, la continuation de ces schémas humains très anciens. La compétition pour les richesses, les rapports de prédation. L'article ne nie pas la forme moderne, mais la réinscrit dans cette longue durée. Exactement. Il cite d'ailleurs le chercheur nigérien Olufemi Taiwo. Taiwo dit, en gros, la question n'est pas de savoir si des acteurs externes ou même internes chercheront à s'accaparer les ressources. L'histoire humaine suggère que la tentation sera toujours là. La vraie question c'est, est-ce que les sociétés africaines arriveront à bâtir des institutions politiques, économiques, sociales assez fortes, assez légitimes, assez résilientes pour que ces ressources profitent d'abord à leur population et pour résister à ces tentatives d'accaparement? Donc, le rôle du colonialisme dans cette perspective, il n'a pas seulement exploité, il aurait ici souvent détruit ou affaibli les structures qui existaient avant. Et il a entravé la construction de nouvelles institutions capables de faire face à ces tendances prédatrices. Le défi, ce n'est donc pas seulement de dénoncer le passé, mais de construire activement contre ces tendances de fond.
Cette mise en perspective historique est, ouais, vraiment puissante. Ça suggère que bâtir des institutions solides, c'est pas juste une option politique, c'est une nécessité vitale pour naviguer dans ce monde. Et on retrouve cette tension externe-interne dans un autre domaine clé, l'éducation. L'influence coloniale sur les systèmes éducatifs, on la connaît, elle est réelle. Mais là aussi, l'auteur pointe des choix internes. L'exemple de la Guinée, Oui, la Guinée, pays richissime en bauxite, mais où le budget de l'éducation reste dramatiquement bas. Et pour analyser ça, l'article se réfère aux travaux de Mahmoud Mamdani, notamment son analyse de ce qu'il appelle la nature délibérée de l'insuffisance éducative dans certains États postcoloniaux. nature délibérée, c'est-à-dire que ce serait intentionnel. C'est une thèse assez dérangeante. Mamdani suggère que maintenir un système éducatif faible, sous-financé, d'une mauvaise qualité, ce ne serait pas toujours juste une conséquence de la pauvreté ou d'une mauvaise gestion. Ça pourrait être, dans certains cas, une stratégie politique consciente des élites au pouvoir, pour préserver une gouvernance, disons, autoritaire et qui n'a pas de compte à rendre. Attendez, une stratégie pour maintenir la population dans une certaine ignorance relative pour mieux la contrôler. C'est une affirmation très grave. Comment l'article appuie ça? L'argument est assez logique finalement, hein. Une population mieux éduquée, plus critique, est aussi plus consciente de ses droits. Elle est plus apte à s'organiser, donc plus susceptible d'exiger des comptes à ses dirigeants, de remettre en cause leur légitimité, leur gestion. Donc un faible niveau d'éducation limiterait la contestation et faciliterait le maintien au pouvoir d'élites peu soucieuses du bien commun. C'est la logique présentée. Et le paradoxe, encore une fois, illustré par le comportement de certains dirigeants. On les entend critiquer l'impérialisme culturel occidental, Oui. mais en même temps, ils envoient leurs propres enfants dans les universités les plus chères et prestigieuses d'Europe ou d'Amérique du Nord, pendant que le système local est laissé à l'abandon, comme en RDC où les profs sont parfois impayés. Exactement. Selon l'analyse de l'article, cette contradiction apparente révèle une stratégie cohérente, en fait. Assurer l'avenir de sa propre lignée dans le système mondialisé, tout en maintenant le reste de la population dans des conditions qui ne menacent pas le pouvoir local. Ça pose une question fondamentale sur les priorités réelles derrière les discours. C'est une lecture très sombre, mais oui, elle pointe des contradictions difficiles à ignorer. Alors, face à tous ces paradoxes, migration, élections, relations internationales, finances, éducation, qui pointent tous vers cette tension externe-interne, quelle piste l'auteur propose? Il parle d'une pensée de la double responsabilité. C'est quoi concrètement? C'est développer la capacité intellectuelle et politique à tenir les deux bouts de la chaîne en même temps. C'est pouvoir simultanément reconnaître, analyser lucidement le poids des contraintes externes, l'histoire, le néocolonialisme, les pressions géopolitiques, les règles injustes du commerce, Ok. reconnaître tout ça. Et en même temps, se concentrer avec une détermination sans faille sur ce qui relève de la responsabilité interne, sur ce qui peut être changé de l'intérieur. Ce n'est pas du tout une invitation à nier l'histoire ou à minimiser l'exploitation actuelle, hein. Pas du tout, hein. Non, non, c'est clair. C'est plutôt une posture stratégique qui dit que la vraie marge de manœuvre, le vrai pouvoir d'agir pour l'autonomisation, il se trouve dans la focalisation sur ce qui est contrôlable localement, nationalement. L'article cite Ngugi wa Thiong'o, l'écrivain kényan, dans cet esprit. Il faut voir la blessure coloniale, oui, mais il faut aussi et surtout reconnaître notre propre capacité, notre pouvoir à guérir cette blessure nous-mêmes. Donc, pas une démarche d'oubli, mais un recentrage sur l'action possible, ici et maintenant. Sur le présent et l'avenir. C'est tout à fait ça. Et ça passe aussi par ce que Kwasi Boyeredou, le philosophe ghanéen, a appelé une décolonisation conceptuelle. Décolonisation conceptuelle, c'est une partie du problème. Oui, mais des économistes comme Dambisa Moyo, la zambienne, invitent à regarder aussi l'autre face. Comment cette exploitation externe s'articule avec les défaillances de la gouvernance interne. La corruption endémique, l'absence d'état de droit, le manque de diversification, la mauvaise gestion des revenus. Ce sont ces facteurs internes qui transforment souvent une richesse potentielle en malédiction réelle. L'exemple du Nigeria et des milliards du pétrole évaporé. Voilà, tristement célèbre, les 400 milliards de dollars sur plusieurs décennies. Ça illustre tragiquement que l'exploitation externe a très souvent eu besoin d'une complicité locale ou au moins d'une négligence coupable pour prospérer à ce point. La double responsabilité, c'est tenir compte des deux aspects. Je vois mieux.
L'objectif final, donc, ce serait de promouvoir ce que l'article nomme un panafricanisme centré sur la responsabilité. Un panafricanisme qui regarde autant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Précisément, un panafricanisme en renouvelé, qui garderait bien sûr sa dimension critique indispensable face aux injustices historiques et aux rapports de force mondiaux, mais qui ajouterait un engagement beaucoup plus fort, beaucoup plus explicite, envers la responsabilité, la redevabilité, la performance interne. Dans cette optique, la vraie mesure du succès du projet panafricain, de l'autonomisation, ce ne serait plus seulement la virulence de la rhétorique anti-impérialiste, Même si cette rhétorique peut rester nécessaire parfois. des élections transparentes, crédibles, une justice indépendante, des administrations compétentes au service des citoyens, des dirigeants redevables devant leur peuple. Bref, des systèmes capables d'assurer le progrès et le bien-être des Africains malgré les pressions extérieures, qui, soyons réalistes, ne disparaîtront jamais complètement. En conclusion, toute cette analyse nous ramène sans cesse à cette tension fondamentale, presque existentielle. Comment regarder vers l'intérieur, lucidement, honnêtement, sans complaisance, tout en continuant à reconnaître et combattre les facteurs externes qui pèsent si lourd. L'auteur utilise cette citation célèbre, souvent attribuée à Chinua Achebe: « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. » Une image forte de la nécessité de raconter sa propre histoire, oui. Mais l'article y ajoute une nuance, une sorte d'urgence pour aujourd'hui. Il dit que le plus crucial, peut-être maintenant, c'est que les historiens des lions apprennent à être honnêtes. Honnêtes pas seulement sur les crimes des chasseurs, mais aussi sur les choix, les stratégies, les succès et les échecs des lions eux-mêmes. Le message final qui se dégage, c'est en effet celui d'un changement de posture, un déplacement du centre de gravité. Passer d'une focalisation quasi exclusive sur la question, légitime et parfois paralysante, qu'est-ce qui nous a été fait, à une posture beaucoup plus proactive, tournée vers l'action. Que faisons-nous, nous, aujourd'hui, avec les cartes qu'on a en main, avec ce qui est sous notre contrôle? Et ce n'est pas oublier l'histoire, encore une fois. Non, absolument pas. Ce n'est pas une injonction à l'amnésie ou au pardon facile. C'est plutôt un appel à la lucidité stratégique. Où est-ce le plus efficace de concentrer notre énergie, nos ressources intellectuelles, politiques, maintenant, pour construire l'avenir qu'on désire? C'est une question d'efficacité dans la quête d'autodétermination, au fond. Ça laisse, oui, beaucoup à méditer. Et pour prolonger la réflexion, peut-être une dernière question, et qui découle de cette perspective historique qu'on a évoquée. Si l'appel à coopération sont vraiment des constructions si fragiles, si récentes, comme le suggère l'article, si la tendance de fond est plutôt à la compétition, au conflit, quelles leçons très pratiques, très concrètes on peut en tirer pour cette tâche immense et urgente de renforcer les institutions en Afrique, et sans doute ailleurs aussi, ici et maintenant? Comment on construit des remparts plus solides face à ces tendances historiques qui semblent toujours prêtes à ressurgir? Voilà, une question ouverte pour continuer à creuser. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration en profondeur.